Aéroport de Marseille-Marignane, 3 heures du matin. Sur ce parking désert, une cinquantaine de Turcs. Ils viennent de débarquer d'un vol charter en provenance d'Istanbul. Ils ont tous un permis de travail, ils sont routiers et viennent conduire des poids lourds en France. Et le tour d'un film, c'est comme Hollywood. On va devenir célèbre. Ils sont payés en moyenne 3 fois moins qu'un chauffeur français. Touran est un habitué de ces missions qui ont commencé il y a 6 mois. Vous connaissez bien la France? Oui, un petit peu. À gauche, à droite, tout va. Chargé, déchargé. Bonjour, monsieur, madame, mademoiselle. Ce sont les seuls mots que nous connaissons. Pour tous ces routiers, la destination, c'est le port de Toulon. Ce sont toutes mes affaires personnelles et mes vêtements pour 15 jours. Les routiers sont déposés sur ce parking où ils retrouvent d'autres chauffeurs turcs. Dans quelques heures, ils partiront livrer leurs marchandises aux 4 coins de la France, ainsi que dans toute l'Europe. Je vais me reposer. Et demain, si Dieu le veut, je partirai sur les routes. Ces routiers turcs sont de plus en plus nombreux à venir travailler en France. Alors, lorsqu'un routier français arrive à la douane du port de Toulon, c'est l'événement. Pour une fois, c'est un transporteur français. Un transporteur français. Merci, monsieur. C'est bien aimable. Il y en a beaucoup de transporteurs français comme monsieur? C'est le seul. Je suis le seul français ici, au milieu de... Combien de Turcs, chef? Là, 140. 140. Oui, le seul. Déjà, ça vous donne une idée. Vous prenez les Portugais et les Grecs, quand ils sont rentrés dans l'Europe, c'était eux qui étaient, on va dire, au ras des pâquerettes. Maintenant, allez les voir, ils ont bien monté. Ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau, mais ils ont bien monté. En salaire, en matériel, le matériel qu'ils ont par rapport à ce qu'il y avait avant. Et maintenant que ces gens sont arrivés, pas à notre niveau, mais pas loin, on a été chercher des gens qui sont encore 2 fois plus pauvres que les Portugais ou les Grecs quand ils sont arrivés. Combien de temps on va mettre avant que ces gens-là arrivent à peu près à notre niveau? 50 ans. Et nous, en attendant, on a les 2 pieds sur le frein. Nos salaires à nous, ils sont comme ça. En attendant que les autres remontent un peu. C'est tout, c'est pas compliqué. Même les Turcs délocalisent en Bulgarie. Ils ont des dépôts, vous voyez, il y a des machins, je ne vais pas citer de nom, mais ils ont des tracteurs bulgares. Vous voyez où on en est? Même les Turcs délocalisent et vont chercher des tractionnaires bulgares. Vous avez même des sociétés roumaines qui délocalisent en Moldavie. Alors bientôt, on va aller chercher qui? Les Chinois. Mais on va y arriver. Hein. Ces chauffeurs étrangers sous-payés dont parle ce routier, il y en aurait des milliers en France. Bon nombre de sociétés de transport françaises ont profité de l'ouverture européenne. En créant des filiales dans les pays les plus pauvres de l'Union, elles ont embauché des chauffeurs locaux pour ensuite les faire travailler en France. Ils vivent sur le bord de la route, sur des parkings, et sont payés 3 fois moins qu'un Français. Une main-d'œuvre bon marché. Des routiers français qui ne sont d'ailleurs pas épargnés par cette course au profit. Ils sont parfois incités à tricher et à prendre des risques sur la route pour faire des économies. Une logique de rentabilité qui peut entraîner des drames. Dans quelles conditions vivent et travaillent ces chauffeurs étrangers? Comment les routiers français font-ils face à cette concurrence? Quelles sont les conséquences sur la sécurité routière? Enquête sur les nouveaux esclaves de la route. Retour à Toulon. Depuis avril 2010, ce parking s'est transformé en campement pour les chauffeurs turcs. Ils y ont pris leurs habitudes et chacun a son rituel. Hussein vit sur ce parking depuis déjà 1 semaine, loin de sa famille et de sa femme. Elle s'appelle Ouri.
J'essaie de l'appeler tous les jours, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. Je pense qu'en 31 ans de métier, j'ai dû passer 5 ans au total avec ma famille. Hussein quitte régulièrement la Turquie pour des missions qui peuvent durer jusqu'à 1 mois et demi. Vous voyez, j'ai surligné toutes les villes où j'ai été. Depuis 4-5 mois, je viens régulièrement en France. Avant, c'était tous les 3 ou 4 ans. Vous savez combien gagnent les routiers français? Non, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'en Europe, les chauffeurs gagnent beaucoup plus que nous. Tous ces routiers gagnent en moyenne 800 € par mois. 2 fois le SMIC turc, mais toujours beaucoup moins qu'un chauffeur français. Bonne nuit. Turan va dormir dans son camion, mais la plupart des autres routiers turcs vont passer la nuit à même le sol. Dans quelques heures, la marchandise qu'ils doivent livrer arrivera par bateau. « 6 heures du matin. Ce cargo vient du port de Tekirdağ. Il fait le trajet Turquie-France 2 fois par semaine. À l'intérieur, des dizaines de camions et de remorques. Des chargements de pièces mécaniques, de textiles et d'électroménagers. Cette liaison maritime a été ouverte en avril dernier. Tous les mercredis et dimanches, les chauffeurs turcs arrivés par avion dans la nuit viennent chercher leurs camions. Marcel, combien il nous en reste de remorques en bas? On a bientôt terminé? Une quinzaine. Hervé Brenak a créé cette ligne maritime avec Tanak Tuna, représentant des transporteurs turcs. Un bateau comme celui-ci, on met 3600 mètres linéaires de camions. Grosso modo, on met 3 km 600 de camions qu'on évite à la route et aux autoroutes. Et tout ça est transporté par un seul bateau en 3 jours, alors qu'une liaison entre Istanbul et Paris, c'est entre 6 et 7 jours. Des tonnes de marchandises arrivées par bateau, des chauffeurs turcs acheminés par charter. L'opération paraît très rentable, mais est-elle vraiment légale? Marc Grolot, transporteur de la région marseillaise, considère qu'il s'agit de concurrence déloyale. Une opération d'accrocher une semi-remorque sur le port de Toulon, si elle est effectuée par un chauffeur turc, qui est géré à des conditions sociales turques, qui reste sur le territoire français, c'est une opération qui est interdite. Bon, la réglementation est telle. Vous répondez quoi, vous, à cette accusation d'opération illégale? J'éviterai d'utiliser le mot illégal. Oui, illégal, c'est un peu fort. Je pense qu'il y a des interprétations qui sont différentes. Vous ne voulez pas qu'on emploie le mot d'illégal, mais c'est quand même celui-là. S'il s'agissait d'une action illégale, alors pourquoi ne pas arrêter ça depuis le mois de mai? Le problème, c'est cette centaine de remorques dans le cargo. Débarquées sur le port, elles sont accrochées à des camions immatriculés en Turquie, qui, eux, sont restés en France. C'est cette pratique qui est strictement interdite. Elle est contraire à la réglementation européenne. Et pourtant, c'est ce que fait Turan. Comme des dizaines d'autres chauffeurs, il accroche sa remorque descendue du bateau à son camion turc pour livrer en France. Je vais à Paris. Alors, je dois aller faire les procédures de douane. Et après, j'irai décharger. Cette ligne fonctionne depuis plus de 6 mois, sans aucun problème et avec le concours des autorités locales. Les Turcs, eux, sont indifférents à ces débats. Sur leur parking-campement, ils se préparent à prendre la route. Il faut couper plus finement, non? Ouais, non, ça change rien. Eh, Turan, il nous reste du raki? Pour ces chauffeurs turcs, ce voyage au départ de Toulon sera sans doute le dernier. 2 mois après notre tournage,
Le ministère français des Transports a menacé leurs patrons de fortes amendes pour infraction à la législation européenne. Pour l'instant, les sociétés de transport turques ont préféré abandonner l'exploitation de cette ligne. Mais d'autres transporteurs, de grands groupes français cette fois-ci, ont trouvé un autre système pour bénéficier d'une main-d'œuvre à bas prix. André est un routier français qui travaille dans un de ces groupes. T-shirt, serviette. Tiens, tu peux me ramener 2 t-shirts, s'il te plaît? Ce soir, il part pour une semaine de livraison dans toute la France. 10h, je vais partir et après, je te rappellerai demain matin à 7h, quand je pars au boulot. Le plus dur, c'est pour les ptios, hein. Le plus dur. Hein, jamais vu grandir mes ptios, hein. Ils ont grandi tout seuls, hein. C'est leur mère qui s'en occupait. Hein. C'est dur. C'est dur une semaine, quoi. On lui téléphone, mais c'est pas pareil. Bon, allez, hop. Bon, allez, tu vas vous. Bon, et ben, demain, ou je t'appelle demain matin. Montez ça, gros, hein. Comme à chaque début de mission, André part chercher son camion. Son employeur, c'est Norbert d'Entresangles, le numéro 1 du transport français. Dans cette base, protégée par des grillages et sous vidéosurveillance, des dizaines de Polonais employés par le groupe. Norbert d'Entresangles a ouvert une filiale en Pologne pour pouvoir les faire venir en France. Ces Polonais vivent et dorment dans leurs camions. Pour témoigner de leurs conditions de travail, nous entrons dans cette base en caméra cachée. Ils partent ce soir, les autres, là? Ça. Les Polonais. André croise le gardien du site. Ils partent pas ça, ils restent là. Ils ont sorti toutes leurs valises. Là. Oui, mais il y a une navette qui va venir. Ah, pour le changement de personne? Oui, tout le temps, à chaque fois. En effet, tous les week-ends, des minibus ou des monospaces avec remorque arrivent de Pologne avec à leur bord de nouveaux chauffeurs. Ça, c'est les nouveaux qui vont reprendre des camions. Ils vident leurs bouteilles d'eau, leurs affaires, pour pouvoir manger pendant 15 jours ou 3 semaines. Et après, tous les autres, quand ça sera vide, tous les autres chauffeurs, ils vont remettre leurs affaires sales dedans pour repartir. Moi, j'appelle ça, c'est de l'esclavage. Hein. 20 heures de route, hein. 22 heures de route en voiture. Hein. Puis ils vont monter à 9. C'est une sacrée misère. Hein. Ouais, chauffeur, ouais. Monter de Pologne, Pologne redescendre, camion. L'indignation d'André ne s'arrête pas là. Il nous fait visiter une pièce, la seule et unique salle mise à la disposition des centaines de chauffeurs du site. Là, c'est la salle chauffeur. Alors les Polonais, des fois, ils sont 40, 50 ou plus, ou des fois 100. Et il n'y a que ça. C'est pas terrible, hein. Là, c'est nos WC, les douches pour 400 à 500 personnes. Il y a 2 lavabos pour se laver le matin et 3 douches. Ça, c'est les sanitaires pour tous les chauffeurs? Tous les chauffeurs. Pour 500 chauffeurs? Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Et 2 WC. Hein. Le gardien nous rejoint. Tous les week-ends, il surveille les chauffeurs polonais et roumains qui vivent dans la base. Il ne sait pas qu'il est filmé. Il se laisse aller à des propos xénophobes et donc condamnables. Le roumain est plus faucheur et le polonais il est plus emmerdant. Mais au maximum, ça fait combien? Au maximum, ça peut monter à 80. Et vous les gérez tout seul alors C'est pour ça que j'ai mon bateau. Je tape un coup dans les jambes, il m'emmerde pas. Ça fait mal dans les jambes. Ça t'est déjà arrivé de le faire? Bien sûr. Ah bah attends, j'ai pas envie de prendre un poids. Je peux pas dire qu'ici, ils ne consomment pas. T'as des bouteilles partout. Ouais. Je peux voir. C'est bien. Moi, je me méfie. Tu sais, les chiens qu'on a, les Doberman, c'est impressionnant. Le mec, il a peur, hein, quand même. Ça, c'est un polonais. 4 chauffeurs polonais ont accepté de nous parler. Karol, Pavel, Jan et Michal conduisent des camions immatriculés en Pologne. Ils font des trajets internationaux et parfois des livraisons sur le territoire français. Voici notre salaire, avec tout le détail des frais.
Ça, c'est ce qui rentre sur mon compte. C'est des zlotys, pas des euros. 5247 zlotys, soit environ 1300 euros. Le salaire de base est de 500 euros, auquel s'ajoutent des frais journaliers de 40 euros. Pour le même travail, un Français touche environ 2 fois plus, 2500 euros, frais compris. Les frais augmentent notre salaire, mais on ne peut pas dépenser cet argent. Alors, on vient en France avec notre propre nourriture. Moi, j'ai l'impression de travailler pour des patrons français, mais avec un tarif polonais, c'est ça le problème. Nous, on voudrait le même salaire. En plus, le planning nous fait travailler en Angleterre pendant les jours fériés. On ne profite d'aucun jour férié, ni ici, ni en Pologne. La seule fête qu'on ait, c'est Noël. Et pourquoi, quand les camions français sont sur la base, les chauffeurs sont au chaud, à la maison? Et nous, on doit rester sur la base comme des chiens dans leur niche. Ce n'est vraiment pas juste. Ils nous exploitent à fond. Pourtant, cette entreprise a de bons résultats. Il serait environ 800 Polonais à travailler en France pour Norbert d'Entresangles. La plupart des autres grands groupes français utilisent de la main-d'œuvre polonaise, tchèque ou slovaque. Des chauffeurs low cost. Pour Norbert d'Entresangles, l'opération est très rentable. Le groupe a enregistré plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Mais cette pratique est-elle vraiment légale ? Nous sommes allés interroger maître Rachid Bri, avocat spécialiste en droit social. Cette pratique est totalement illégale. En fait, c'est une utilisation des règles européennes qui sont en réalité contournées et qui cherchent en réalité à faire comme si l'espace économique européen était le Far West, d'une certaine manière. Le premier objectif qui est poursuivi, il n'y a pas de discussion possible, c'est manifestement le dumping social. Ça ressemble quand même à une forme d'esclavage moderne. Pour le moment, ni l'inspection du travail, ni les instances européennes n'ont ouvert d'enquête. Malgré plusieurs demandes de notre part, la société Norbert d'Entresangles n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Nous nous sommes rendus dans l'Oise, où se tenait un séminaire de la Fédération nationale des transports routiers. Nous avons interrogé son délégué général pour connaître sa position sur ces pratiques. C'est une obligation de réduire des coûts pour rester compétitif. Compétitif face à qui ? Face à la concurrence européenne au sein même de l'Union européenne. Nous sommes en compétition sur le territoire français avec des routiers polonais qui n'ont pas les mêmes règles sociales, fiscales que les routiers français. Pour Jean-Paul Deneville, les transporteurs français ne font donc que se défendre face à la concurrence européenne. Mais à la fin de l'entretien, il se montre plus nuancé sur la validité des montages juridiques qui permettent de faire travailler des Polonais en France. C'est des montages juridiques complexes. Voilà. Je reste sophistiqué, au plus près, borderline, mais à l'intérieur de la réglementation européenne. On est limite, hein, mais c'est à l'intérieur des limites. Les transporteurs français ne se contentent pas de jouer avec les règles européennes. Pour toujours plus de rentabilité, une pression croissante s'exerce sur les chauffeurs français. Un stress qu'André vit au quotidien. Ah, c'est où ce bordel-là? Ce matin, il doit trouver son client le plus rapidement possible, car les heures de travail d'un routier sont strictement réglementées. Tiens, il est là-bas, c'est bon. Je le vois. Dans la journée d'un routier, il y a plusieurs phases. Le travail, c'est-à-dire la conduite, le chargement ou le déchargement, et le repos. C'est au routier d'indiquer son activité sur un compteur spécifique. Alors, pour être plus rentable, certains sont poussés à tricher. Et bien là, je me mets en coupure parce que là, j'arrive chez mon client pour vider mon camion. C'est quoi coupure? Ma coupure, c'est repos. Mais pourtant là, tu vas travailler? Oui, je vais travailler, mais par contre, la direction oblige maintenant pas mal les conducteurs à se mettre sur coupure pour pouvoir travailler plus. Nous avons suivi André en caméra cachée chez son client. En trichant sur son temps de travail, il prend des risques.
j'évite de faire ça parce que si il m'arrive un accident, le client il va dire je reconnais à 9h du matin. Le monsieur du camion il est tombé, ils sont venus le chercher à 9h. Et si la médecine du travail, la sécu regarde mon disque, à 9h du matin je suis en coupure et je suis en infraction. Une infraction devenue de plus en plus courante. Saint-Arnoux, dans les Yvelines, le plus grand péage d'Europe. Ici, les routiers sont particulièrement surveillés. Philippe est contrôleur terrestre. Il vient d'arrêter un camion français. Monsieur, bonjour, ministère des Transports, contrôle routier. Je vais vous demander de me présenter 28 disques, s'il vous plaît. Merci. Donc sur ce disque, on peut visualiser que ce conducteur, hier, est parti à 9h, a fait sa période de conduite légale jusqu'à 12h30, a fait une interruption de conduite de plus d'1 heure et est reparti à 13h30 jusqu'à 17h, une autre interruption de conduite et il s'est arrêté à 20h. C'est tout bon. Philippe doit d'abord s'assurer que le chauffeur ne triche pas sur son temps de repos, pour éviter qu'il ne devienne dangereux pour lui-même ou pour les autres. Mais ces contrôles sont loin d'être infaillibles. Il y a des patrons de sociétés de transport qui poussent leurs conducteurs à se mettre en coupure. Il y en a, ouais. Ouais. Il y en a. Moi, je le fais pas. Ouais, je vais vous dire franchement, si ça m'arrive, quand les vendredis, les trucs comme ça, j'ai déjà un quart d'heure de coupure, il faut que je refasse une demi-heure. Bon, je me mets une demi-heure en coupure et je me remets en travail après. Ça, je vais vous dire, ça arrive. Normalement, je devrais pas le dire devant le monsieur, mais bon, voilà, c'est des choses... Ah oui, mais c'est la vérité, vous le savez aussi bien que moi. Ah, c'est sûr que c'est une infraction à relever, c'est pour ça que je me permets de regarder les disques de monsieur. Le 5 et le 6. Là, vous avez de la chance, vous avez que des bons disques. Je vais certainement le sermonner un petit peu, de manière à ce qu'il ne recommence pas, parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais bon, ceci dit, ce sont ses propos. Maintenant, j'ai rien pour le constater. Voilà. Le contrôleur est embarrassé. Il n'arrive pas à déceler l'infraction avouée par le routier. Il s'éloigne pour parler à sa direction. C'est génial. Le conducteur, là, me révèle que le vendredi, pour rentrer chez lui, il roule sur la position repos. Moi, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je regarde les disques, je regarde un petit peu les stylets et tout ça. Bon, sur ceux qui me présentent, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais il l'a dit directement devant la caméra. Et il me présente le bon nombre de disques, le permis est en ordre, la lettre de voiture est bonne. Et nous, on fait le constat que son tournage est excellent. Et voilà. Moi, je suis incapable de relever une infraction malgré ses dires. C'est impossible. Mais en plus, c'était spontané, quoi. C'était spontané. Ah, c'est dingue. Hein. Le contrôleur ne veut pas perdre la face. Il décide de repartir à la charge. Et vous allez m'expliquer comment vous faites pour pas que ça se voit les vendredis? Vous m'avez mis le doute, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, mais... Et spontanément, vous me dites que vous truandez, donc... Bah si. Allez où la boîte à fusibles, monsieur, s'il vous plaît? Philippe obtient même du renfort pour fouiller le camion. C'est le frigo. La lumière. Mais ils ne trouveront rien. Alors? C'est pas fructueux. On pourrait démonter tout le camion. Je pense pas que ça changerait le problème. Voilà. Pour encore plus de rentabilité, certains routiers sont poussés à commettre des infractions plus graves, au détriment de la sécurité routière. Dans cette gendarmerie de Montélimar, un camion est immobilisé depuis 24 heures. Les gendarmes ont découvert que le routier utilisait un aimant pour détraquer le compteur qui mesure son temps de travail. Bonjour monsieur. On va procéder au paiement de la consignation. Vous pouvez me suivre? Ce routier belge a enchaîné les livraisons pendant plus de 20 heures sans s'arrêter et sans laisser de traces sur son compteur. Un vrai danger de la route. J'ai roulé 26 heures de jour au lieu de 10 heures entièrement. Et c'est votre patron qui avait mis cet aimant sous votre siège? Qui nous l'a fourni, oui. Bon, moi je l'ai découvert parce que c'est pas mon camion, quoi. Je l'ai découvert, il était en dessous du siège. Et c'est un aimant de quelle taille? L'équivalent d'une pièce de 2 euros. Il m'a dit ça te sert pour tricher, quoi. Et alors il me disait, écoute, si ça ne te plaît pas, tu cherches une place ailleurs, et c'est tout.
Cette fraude est imposée par la société de transport pour faire plus de bénéfices. En effet, ce simple aimant, qui vaut une trentaine d'euros, permet aux routiers de cacher toutes leurs heures de conduite, mais aussi de rouler au-delà de la vitesse autorisée. Je peux le mettre à 140, 150 sans problème. Je sais qu'il y en a chez nous qui moi j'appelle ça des kamikazes, quoi. Les risques. Aller tuer une personne innocente. Patrick cumule les infractions. Son patron écope d'une amende de 18 500 €. Un record pour la région. Un représentant de la compagnie d'assurance de la société de transport est venu régler la somme pour libérer le routier et surtout sa précieuse marchandise. Et si vous avez continué à faire vos bêtises, à un moment donné, à mon avis, vous aurez été fatigué et ça allait droit à la catastrophe. Redevenez un chauffeur routier qui respecte bien la réglementation en vigueur. D'accord? Ok, très bien. Ouais, je vous raccompagne. Patrick peut reprendre la route. Il va récupérer son camion, sa remorque et rentrer en Belgique, où son patron l'attend. Ils vont me licencier sur le champ, ça j'en suis sûr et certain. Et puis alors, je vais avoir un interrogatoire, quelque chose de pas possible. Et comme il le redoutait, il a été licencié dès son retour. Allô? André, lui, est en route pour une nouvelle livraison. 366 638. Merci, à tout à l'heure. On donne les kilomètres, c'est pour la facturation du client. Les kilomètres, et comme ça pour voir aussi si le conducteur il n'a pas fait des kilomètres parasites, qu'il n'est pas sorti, qu'il était se promener ou aller manger dans un restaurant routier à 15 km plus loin ou 20 km. Maintenant, sans arrêt, on nous appelle t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, sans arrêt. C'est pénible et c'est stressant. Hein. Prenez la sortie. Pourquoi vous sortez de l'autoroute? On sort autoroute parce qu'il y a des portions qui sont interdites. On gagne 10 €, 15 € par des petits morceaux qu'on sort. C'est les consignes du patron et on a un carnet, c'est marqué. Les autoroutes qu'on a le droit de prendre, les autoroutes interdites. Et tout est marqué. Pour minimiser les coûts, l'employeur d'André l'incite à prendre des routes nationales, sans péage, plutôt que des autoroutes. Mais elles sont beaucoup plus dangereuses. Au volant d'un 40 tonnes, André ne peut se permettre le moindre moment d'inattention. On ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Il peut très bien arriver une voiture de droite ou de gauche ou des gens en vélo ou des personnes en voiture faire un demi-tour. Dans certaines régions, des sangliers, n'importe quoi. Alors faut être vigilant. Les gens qui se donnent n'importe où, bon, faut bien qu'ils travaillent le facteur. Hein. Il s'arrête, il faut faire attention. Et si André ne suit pas les consignes de sa direction, il reçoit des courriers. Monsieur, ça fait 3 fois qu'on nous a envoyé un petit courrier comme quoi les portions d'autoroute un tel, on n'a pas le droit de la prendre. Et là, dessus, il nous marque la somme, 344,66 €. Ils nous culpabilisent comme quoi on a fait dépenser des sous à la société. Comme les patrons d'André, beaucoup de transporteurs, français et étrangers, incitent leurs chauffeurs à prendre les nationales pour plus de rentabilité. Ici, en Charente, chaque jour, les nationales 10 et 141 sont engorgées par 12 000 camions. Des poids lourds qui mettent parfois en danger les automobilistes. Il y a 6 mois, un drame est survenu sur la nationale 141. Un jeune homme de 24 ans, Julien, meurt en percutant un poids lourd. Il perd le contrôle de son véhicule lors d'un dépassement. Puis sa voiture heurte de plein fouet un camion, stationné illégalement sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale. Le chauffeur s'était arrêté pour y passer la nuit. C'est le colonel Binard qui est intervenu sur cet accident. Et il est venu percuter le muret à cette hauteur-là. Et avec l'élan, la voiture a poursuivi sa course et est venue s'encastrer dans le camion. Le chauffeur du poids lourd s'est situé entre la remorque et le muret. Et donc il a entendu le choc et quand il est arrivé, il a mesuré les conséquences de ce stationnement. Les parents de Julien ont accepté de nous recevoir. Leur fils habitait encore chez eux. Daniel et Michel doivent apprendre à vivre sans lui. On n'achète plus la même chose.
Quand je fais les courses, il y a des rayons ou des choses que j'achète plus. Et des fois, instinctivement, j'y vais, je tends la main, puis je dis, ben non, ça, il est plus là. C'est vrai que ça fait partie des choses du quotidien. C'est des choses qu'on souhaite à vivre à personne. C'est votre premier jour de congé, le matin vous déjeunez avec votre fils, vous commentez le journal, il part en vous disant « Maman, qu'est-ce que tu m'as préparé à manger ?» Tu auras la surprise, et puis 2 heures après, vous avez le maire de la commune qui sonne à la porte, puis qui vient vous annoncer la nouvelle. Donc c'est quelque chose de terrible, quoi. On perd les parents, on est orphelin. On perd son mari, sa femme, on est veuf. On perd un enfant. Donnez-moi le mot. C'est vrai. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot pour ça. La famille attend maintenant les résultats de l'enquête sur ce camion garé illégalement sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, on est en droit de penser, on le pense intimement, que le camion n'aurait pas été là. Notre fils serait peut-être, lui, encore là. Mais en vouloir au chauffeur, il ne parle pas français, il ne parlait pas français. Est-ce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de s'arrêter là? Bon, il est parti avec une amende, je ne sais plus, de 175 € ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est paradoxal, mais bon, c'est pas les chauffeurs routiers, en fait, qui sont le plus incriminés là-dedans. Je pense que c'est la façon, ce qu'on leur demande de faire et autres. Je pense qu'à partir du moment où on a des autoroutes pas loin et autres, il devrait y avoir... Essayer peut-être de commencer à dire on interdit vraiment la circulation des transports routiers sur les réseaux secondaires. Ces camions qui envahissent les routes nationales, c'est aussi une préoccupation pour les gendarmes du département. La nuit, ils patrouillent régulièrement pour verbaliser les routiers qui se garent illégalement sur le bas-côté. Sur cette portion de la RN 141, un véhicule sur 2 est un poids lourd. Gendarmerie ! Celui-ci est tchèque. Il est 22 h. Ce chauffeur est arrêté, sans doute pour la nuit. Bonsoir, monsieur. Ce n'est pas un parking ici? Non, c'est pas un parking. Ok. Présentez les papiers des camions. Si. Le gendarme contrôle les disques du routier. Tous les soirs, la conclusion est la même. Et il ne peut pas aller plus loin, en fait, sans être en infraction. Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler de telle sorte et qui ne font pas l'effort d'aller chercher un parking. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est vrai qu'ils habitent dans des pays où c'est peut-être autorisé de s'arrêter sur le bord des routes. C'est aussi des gens qui jouent à la minute près en heure de conduite et qui ne voudraient surtout pas dépasser pour ne pas être sanctionnés sur une conduite continue qui dépasse les 4h30. De plus, ils savent très bien que l'infraction pour le stationnement s'élève à 35 €, alors qu'un dépassement de temps de conduite, c'est 135 €. Donc ils n'hésitent pas à s'arrêter au moment où ils le décident. Je vais procéder au contrôle du chronotachygraphe également. En 2010, les infractions de stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence ont été multipliées par 2 dans le département. C'est possible de donner argent cash, 35 €. 90% de ces routiers sont des étrangers, souvent mis sous pression par leurs employeurs. Ils ont conscience des risques qu'ils font courir aux automobilistes. Vous savez, tout est dangereux. Si je conduis trop longtemps, c'est aussi dangereux. Je sais bien tout ça, mais j'ai pas le choix. Ce camion est stationné à quelques mètres seulement du lieu de l'accident qui a coûté la vie à Julien. Le poids lourd impliqué était lui aussi tchèque. Si la réglementation sur les transports routiers n'évolue pas, les drames continueront. Chaque jour, une personne perd la vie sur les routes françaises dans un accident impliquant un poids lourd.